Abordez les LGBTQ et faites toutes les autres lettres de l'alphabet, tant que c'est l'une à l'autre que vous en parlez. Et surtout pas à moi. Quelle angoisse, ça me manque le télétravail. J'adore cette série. Une punchline comme ça, certains se seraient fait traiter d'homophobe pour moins que ça. J'adore cette série, je vais vous en parler sans spoilers, juste après le générique. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne CD Série Galaxy, ça me fait donc plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle critique de série et comme vous l'avez vu, Mythic Quest, le festin du corbeau, saison 2. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du casting, de la production, car j'ai déjà fait la critique de Mythic Quest saison 1, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Je suis assez fier de cette critique parce que je suis le premier à en avoir parlé sur le YouTube français. C'est pas pour me vanter, mais un petit peu quand même. Et je l'ai fait découvrir à d'autres personnes. Donc, c'est une petite fierté parce que c'est une série qui mérite tellement, mais tellement d'être vue, regardée, analysée, décortiquée. C'est ce que j'ai fait avec la première vidéo sur la première saison. Et c'est ce que je vais faire avec cette vidéo sur la deuxième saison où je vais rentrer, certes, sans spoilers, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu la série, mais en même temps, si vous n'avez pas vu la série, allez voir les deux saisons, c'est pas très long, 9 épisodes chacune de 25 minutes environ, et ensuite revenez voir mes vidéos, mais de toute façon, je vais en parler sans spoilers. Bref, quoi qu'il en soit, donc je ne reviendrai pas sur le casting, si ce n'est pour vous parler un petit peu plus, je l'avais commencé à le faire dans la première vidéo, de Ashly Burch. Ashly Burch qui joue le rôle de Rachel. Si vous avez vu la série, vous savez qui c'est. C'est une des deux personnages lesbiennes de la série. Alors, Ashly Burch, c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Peut-être son visage ne vous dit rien, mais si je vous dis Aloy, tout de suite les gamers vont reconnaître Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn. Oui, Ashly Burch est une doubleuse de personnages de jeux vidéo, en motion capture mais aussi en voix et notamment c'est le personnage de Aloy dans les deux Horizons, mais pas seulement, elle a doublé des personnages dans Borderlands, elle fait Tiny Tina, mais aussi Cassie Cage dans Mortal Kombat 10, bref, elle a joué plein de personnages dans beaucoup de jeux, mais en plus de ça, c'est une scénariste et une scénariste très talentueuse et elle a participé à l'écriture de cette saison. Alors, si, comme moi, vous n'êtes pas fan de tout ce qui est un petit peu propagande LGBT qu'on a aujourd'hui, progressisme à fond, qu'on veut absolument nous faire manger, accepter sous tous les angles, sans pour autant tomber non plus dans la haine et l'homophobie, mais si, comme moi, vous n'êtes pas un très grand fan de ça, rassurez-vous, la série en parle très bien. Et d'ailleurs, je vous ai mis un extrait en tout début de cette vidéo, pour vous prouver que la série en parle avec humour, mais avec bienveillance. Et c'est peut-être là un des plus gros points positifs qu'on en a dans cette saison 2, l'aspect LGBT abordé avec humour et bienveillance, notamment sur la vie privée dans une entreprise. Est-ce qu'on doit absolument afficher son mode de vie, que ce soit LGBT ou hétérosexuel, mais en l'occurrence là il s'agit de LGBT. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie privée, mais encore une fois, quand on est dans une société, quand on est dans une entreprise, on n'est pas là pour, bon, encore moins pour avoir des relations sexuelles au travail, mais je pense que ça viendra à l'idée de personnes de sain d'esprit, mais on n'est pas là pour afficher ces relations amoureuses comme si on revendiquait quelque chose de politique. Et ça, c'est un des plus gros points positifs de cette saison, des 9 épisodes que vont parcourir cette saison, où ça va être par petites touches, on va nous faire comprendre, certes, ces personnes, elles ont le droit, comme tout le monde, dans leur vie privée, elles font ce qu'elles veulent, elles ont le droit au respect, bien évidemment, mais on n'est pas là pour faire des revendications et absolument chercher à convaincre tout le monde de son mode de vie et de son orientation sexuelle. C'est abordé, encore une fois, avec beaucoup de tact, beaucoup de justesse, et ça, c'est un gros point fort de l'écriture. Un autre gros point fort de l'écriture, c'est une critique avec humour, mais lucide sur la cancel culture, notamment vis-à-vis des hommes. Si vous ne savez pas ce que c'est la cancel culture, je vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais en gros, c'est déconstruire tout ce qui avant était tenu pour acquis, déconstruire via le progressisme et censurer absolument tout
est bien souvent n'importe quoi, et dès lors que l'on est un homme, le mâle blanc hétérosexuel, comme le disent certains journalistes aux États-Unis, et de toute façon en France maintenant aussi ils commencent à le dire, dès que l'on est un homme, on est surveillé de très près, en particulier depuis l'affaire Weinstein. Et justement dans cette série, on parle de cette cancel culture, du fait qu'on ne peut plus faire de plaisanteries sans tout de suite en arriver à être accusé de harcèlement ou d'avoir des propos déplacés. Donc comment faire pour faire des blagues sans être trop déplacé? C'est très difficile. Comment non plus ne pas tomber dans la victimisation à outrance, se choquer de tout et n'importe quoi? C'est une critique acide, mais bienveillante et respectueuse, mais qui fait mouche et qui est lucide. Et il y a une très grande liberté de ton aujourd'hui, alors qu'on est dans une époque où il n'y a jamais eu autant de censure. En tout cas, depuis l'Inquisition au Moyen-Âge. Bref, des personnages toujours aussi savoureux qu'en saison 1. Les acteurs sont au top niveau de leur interprétation, chacun à sa place avec des personnalités bien distinctes, complémentaires les unes des autres. Ils sont attachants, de la plus désagréable à la plus cynique, au plus touchant et bienveillant. Je pense notamment au personnage joué par Jessie Ennis qui est juste excellente. Danny Pudi, il est toujours aussi savoureux dans un rôle cynique, vénal, où il va essayer dans cette saison de faire créer un jeu sur smartphone juste pour que ce soit une pompe à fric. Donc là aussi, il y a un message très clairement Ubisoft qui produit. Ubisoft produit, mais j'en avais déjà parlé dans la première saison, Ubisoft produit la série. C'est là où on voit que Ubisoft, quand même, sont lucides sur eux, sur eux-mêmes, sur leur stratégie, sur parfois les débordements qu'il y a pu avoir dans leur société. Et donc, on a un personnage, donc joué par Danny Pudi, qui va essayer de créer un jeu smartphone sans scénario, vraiment une pompe à fric. Et c'est aujourd'hui le cas dans le monde des jeux vidéo, des jeux comme ça qui ne servent uniquement qu'à faire du fric avec des abonnements, des DLC, etc. Jessie Ennis, on la retrouve dans son rôle d'assistante ambitieuse et caractérielle à la fois. Elle est parfaite, elle est vraiment parfaite dans son rôle. David Hornsby qui joue le rôle de David et qui lui aussi est un des producteurs de la série. Je crois même qu'il a contribué à l'écriture, en tout cas il produit la série. Il est lunaire comme en saison 1, il est excellent. Tout ce qui touche à sa vie privée, c'est complètement loufoque. C'est excellent. Et Charlotte Nigdao qui tient le rôle principal aux côtés de Rob McElhenney. Charlotte Nigdao, elle est toujours aussi touchante et naturelle que dans la saison 1. C'est pour moi la grosse révélation de cette série. Je ne la connaissais pas avant. Quant à Rob McElhenney, que vous connaissez peut-être pour la série Philadelphia, il est encore plus égocentrique, encore plus hilarant, mais aussi touchant. Notamment dans une scène finale de ce premier épisode. Je vous en dis pas plus, regardez la scène finale de ce premier épisode, c'est un truc de fou. Bref, une partie du casting de la série Philadelphia, qui était déjà créée par Rob McElhenney et Megan Ganz, et je crois qu'il y avait David Hornsby qui travaillait aussi dessus, et qui travaille toujours sur cette série, c'est excellent. Un propos intéressant, un propos raisonné, mais pas seulement sur ces sujets-là, aussi sur le féminisme, et ce que l'on attend des femmes de pouvoir, en tout cas dites des femmes de pouvoir aujourd'hui, des stéréotypes de femmes de pouvoir, de chefs d'entreprise. Peut-être qu'on attend trop de ces femmes, peut-être qu'on a tellement voulu avoir une image forte de la femme qu'aujourd'hui cette image pèse à certaines. Et d'ailleurs le personnage de Charlotte Nigdao, qui est donc à un moment donné conviée pour recevoir un prix, explique en quoi c'est pesant cette image de chef, cette image de femme puissante, et que à un moment donné il faut redescendre un petit peu, il faut se calmer, il faut laisser les gens respirer. C'est très intelligent comme propos. Comme je vous disais, le propos sur faire du fric sur les licences bien juteuses, il est là aussi. Et enfin, on a, alors il y a sur les 9 épisodes, on a l'épisode 6 et 7 qui sont excellentissimes. L'épisode 6 et 7, ils sont tournés uniquement vers le personnage de F. Murray Abraham, que vous connaissez pour la série Homeland notamment, et qui a joué longtemps dans Amadeus sur le film Mozart, où il faisait le rôle de Salieri. Bref, ici dans les épisodes 6 et 7, on va voir le personnage de F. Murray Abraham, alias Carl Longbottom, qui est en avance sur son temps. Ces deux épisodes se passent dans les années... Enfin, l'épisode 6 dans les années 70, l'épisode 7 de nos jours, mais il fait suite. Et cet épisode, dans les années 70, on va découvrir des auteurs de livres, des écrivains, et lui fait partie de ces écrivains-là.
mais il va être mis de côté parce que son imaginaire n'est pas encore prêt à l'époque à laquelle il vit. Pour lui, il est déjà en train d'écrire des fictions où le spectateur va participer. Autrement dit, en voyant, et là c'est un spoil mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous gâcher, en voyant une borne de Pong à travers une vitrine d'une boutique de jeux vidéo, il va imaginer que le jeu vidéo a besoin d'une écriture et donc il va avoir 50 ans, au moins 30 ans, mais 50 ans d'avance sur son temps, car il deviendra un scénariste de jeux vidéo après avoir reçu des prix pour ses livres, ses romans de science-fiction. Il contribuera à faire évoluer le jeu vidéo vers quelque chose qui est de l'ordre de l'œuvre artistique au même titre que les livres, et c'est peut-être ça le but de la série, montrer que le jeu vidéo est une œuvre d'art autant que des plus grands romans, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Le jeu vidéo est une œuvre d'art au même titre que certains chefs-d'œuvre de la littérature. Il y a une part importante de cette série qui est dédiée à prouver que le jeu vidéo est un art. F. Murray Abraham, il est touchant, il est hilarant, à la fois dans son rôle de créatif, mais aussi de vicelard, égocentrique et compatissant. Bref, il est parfait, comme d'habitude. Ashly Burch, dont je vous ai parlé au début de cette vidéo, tout comme Imani Hakim, donc elles font les deux personnages LGBT, elles sont excellentes parce qu'elles font aussi les rôles de subordonnées de Charlotte Nigdao et Rob McElhenney, autrement dit des deux directeurs créatifs du jeu vidéo Mythic Quest. Il y a un propos très juste aussi sur le fait de saisir des opportunités professionnelles et créatives, et ce, que l'on soit un homme ou une femme. Parce qu'à un moment donné, voilà, il y a le personnage de Ashly Burch qui se plaint qu'aujourd'hui les hommes ont plus de possibilités d'évoluer dans le monde professionnel que les femmes. Et Rob McElhenney de lui expliquer que non, en fait, les femmes ont les mêmes possibilités. C'est juste qu'il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Et il va lui donner l'opportunité justement d'évoluer au niveau de sa carrière. Et ça, j'ai trouvé le propos très juste quand on sait qu'il y a des femmes qui ont contribué à l'écriture de la série. Ça fait plaisir de voir que il y a certaines femmes qui ne se victimisent pas et qui sont lucides sur le fait qu'aujourd'hui, non, les hommes dans la société, dans les entreprises professionnelles, ne sont pas tous des machos tyrans qui rejettent les femmes, mais c'est une jungle, et c'est une jungle pour tout le monde, en particulier le monde artistique, le monde du jeu vidéo, le cinéma. C'est une jungle impitoyable pour les hommes et pour les femmes. Et tout le monde peut saisir une opportunité. Donc ça, c'est un propos très juste. Bref, des personnages dont on a envie de suivre le parcours pendant encore énormément de saisons, et tous les aspects du monde du jeu vidéo traités d'arrache-pied, dans les moindres détails, avec les équipes créatives, les équipes marketing, une critique lucide, bienveillante, qui tape là où ça fait mal, mais en même temps qui est là pour montrer la réalité de l'univers du jeu vidéo, tout en ayant pour but de montrer que c'est un art à part entière. C'est une série exceptionnelle, très peu d'épisodes par saison, il ne dure pas très longtemps. Si vous avez envie de découvrir une bonne série, bien écrite, bien interprétée, regardez Mythic Quest, les 2 saisons sont disponibles sur Apple TV+. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo sur la saison 1, 2 vidéos sans spoilers. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne semaine, et on se retrouve très vite pour un paquet de critiques de séries et de films. Il va y en avoir tous les jours. Ciao tout le monde, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bye bye.